Vous entrez dans l'univers de Voix sauvages, le podcast qui retrace les itinéraires de vie inspirés de la nature. Les personnes que vous allez rencontrer ont toutes une ligne directrice commune, le vivant pour inspiration. Artistes, alchimistes, guérisseurs, explorateurs, rêveurs, mais avant tout architectes de leur propre vie, chacun et chacune puise son inspiration dans l'essence même des plantes, de la forêt, de l'océan et de toute la richesse que nous offre notre mère, la Terre. Reconnexion à la nature sauvage et au vivant, voyage initiatique, conception de projets positifs, je vous invite à passer quelques minutes suspendues aux côtés de chaque invité pour découvrir son histoire, son parcours et ses projets pour vous inspirer à votre tour à bâtir vos propres rêves d'enfant. Je suis Marion et je vous souhaite la bienvenue sur Voix sauvages. Ici, l'art raconte une histoire qui se déguste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Maëlys Larue, artiste, chef, traiteur derrière la dinette de mango, avec laquelle elle transforme l'art de la table en une expérience visuelle et gustative unique. Après 5 années passées en Australie, Maëlys rapporte en France le concept innovant des grazing tables, qui pourrait se traduire en français comme table apéritive, qui peut être sucrée, salée ou les deux. Nous sommes en 2019 et Maëlys se lance dans cette pratique, d'abord pour elle et ses proches. Elle commence à partager ses créations et très vite, elle est repérée par le magazine Elle, qui les décrit comme des assiettes aussi belles que des tableaux. 2 mois plus tard, elle lance officiellement la dinette de mango et sa saison est déjà complètement bookée. Inspirée et bercée par le goût de son enfance, emplie d'amour du marché et des bons produits, de moments en pleine nature et de cuisine aux côtés de sa mère et de sa grand-mère, Maëlys compose aujourd'hui ses tables comme de véritables scènes de vie pour célébrer celles de ses clients. En 2025, Maëlys aspire à partager davantage son univers et à plus se révéler auprès de celles et ceux qui suivent l'aventure de la dinette. Alors je suis ravie de lui ouvrir cette nouvelle voie sur le podcast. Vous y découvrirez une personnalité à la fois douce, créative, solaire et puissamment sensible. Dans cet épisode, elle évoque les étapes clés de son parcours, la philosophie derrière la dinette de mango, sa vision sans filtre de l'entrepreneuriat, de la manière dont elle gère sa vie de femme, de mère et d'entrepreneuse, et de sa définition de la liberté. Bonjour Maëlys. Bonjour. Comment vas-tu ce matin ? Plutôt bien, merci. Merci beaucoup d'être sur le podcast Voix sauvages et bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on se trouve actuellement ? On se trouve dans un de mes locaux à Saint-Jean-de-Luz. Pour démarrer notre conversation, est-ce que tu peux me dire quel était le goût de ton enfance ? Oh, sacrée question ça. Je suis une grande nostalgique de mon enfance, donc c'est une belle question. Le goût de mon enfance, écoute, j'ai eu une très jolie enfance, très très proche de ma famille, entre les Landes et le Pays Basque, mais beaucoup dans les Landes. Voilà, ça a été mélangé de beaucoup d'amour, beaucoup de cuisine, beaucoup de moments en extérieur, surtout. On vivait clairement à l'extérieur. Et je pense que la dinette vient un peu de là parce que j'ai eu dès l'enfance l'amour du marché, de choisir les produits. J'ai des souvenirs avec ma mamie de choisir les melons, par exemple, avec elle. Voilà, toute mon enfance tourne beaucoup autour des moments un peu culinaires en famille, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, et voilà. Et est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà des envies pour l'avenir ? Tu dis que tu étais déjà très connectée à cet amour de la cuisine. Est-ce que tu étais déjà en train un peu de projeter ce que tu aimerais faire plus tard ? Pas du tout. Pas du tout. J'avais aussi une grande passion pour tout ce qui était lecture et écriture. Donc, je me suis plus orientée dans ce milieu-là. La cuisine, c'était quelque chose de familial que je partageais avec ma mère ou ma grand-mère, mais ça restait un plaisir du quotidien, mais pas du tout quelque chose pour en faire un métier. Et aujourd'hui, petit bond dans le temps, comment tu te présentes aux personnes que tu rencontres pour la première fois ? Très mal. Je ne sais pas me présenter, je ne sais pas expliquer ce que je fais. C'est assez compliqué pour moi d'expliquer en fait qui je suis ou ce que je fais. J'aime pas trop parler de moi, donc c'est un peu paradoxal avec c'est un peu paradoxal avec
ce podcast, mais je me dis que voilà, cette année 2025, c'est un peu l'année des challenges, de sortir de ma zone de confort. Donc voilà. Donc tu es la première à m'aider à sortir de cette zone de confort. Je suis honorée. Et justement, est-ce qu'il y a des personnes autour de toi qui te présentent d'une manière ou d'une autre elles le disent comment? Elles le disent, bon, ça dépend de qui, mais mon conjoint arrive à assez bien expliquer ce que je fais professionnellement, mieux que moi. Et après, oui, je pense que mon entourage me présente mieux et comprennent bien ce que je fais. Parce que la dinette, c'est plus vraiment ce que j'ai fait un temps, c'est-à-dire de la cuisine à proprement dit. C'est aussi très très artistique et j'ai besoin de cette casquette-là. J'ai besoin de cette casquette un petit peu où il faut créer tout le temps, où il faut jouer avec les couleurs. Voilà. Dès que ça manque de côté artistique, de côté créatif, j'ai tendance à me lasser assez vite. Donc voilà, la dinette, ça me permet de mixer les deux un petit peu. La cuisine et le côté créatif. Est-ce que justement ensemble on peut retracer ton parcours un petit peu jusqu'au moment où tu décides de lancer ton activité et créer la dinette de Mango? Tu peux nous raconter un petit peu les étapes de ce parcours-là et peut-être le déclic qui t'a poussé à te lancer? Ah oui, alors moi j'ai un parcours un petit peu atypique, c'est-à-dire que une fois que j'ai eu mon bac, je suis partie vivre aux États-Unis de suite. J'ai commencé une école d'anglais, puis de journalisme. Voilà, comme j'aimais écrire, j'avais envie d'aller là-dedans. Et puis, au début, c'était juste pour une année. C'était un peu le deal avec mes parents. C'est tu t'en vas un an, ok, mais ensuite tu reviens et t'intègres une école en France. Et au final, je me suis clairement révélée. J'habitais à San Francisco. Et c'est la ville à laquelle je suis le plus rattachée, je pense, parce que je me suis vraiment, vraiment révélée et découverte là-bas. Donc, j'avais plus envie de revenir. Mais j'avais plus envie non plus de faire de journalisme parce qu'il y avait cette facette, justement, pas très créative, dont je parlais tout à l'heure. C'est un milieu assez strict, le journalisme, voilà, où il y a beaucoup de choses à respecter qui ne me correspondaient pas, forcément. Donc j'ai pris une année sabbatique au retour de San Francisco. Pour tout te dire, je voulais rester vivre en Californie. Donc, je me suis inscrite à une université à San Diego. Et je n'avais pas de réponse, donc j'étais persuadée de ne pas avoir été sélectionnée. Et c'était l'époque où sur MSN, il y avait toutes les petites pubs qui s'affichaient. Et un jour, je vois un paysage et je me dis oh, « Je veux aller là, j'ai envie de découvrir le monde », puisque de partir aux États-Unis, ça m'avait donné envie de voir autre chose. Et j'ai cliqué dessus et c'était un paysage australien. Donc je me suis dit, je vais aller là. Voilà, donc mes parents n'étaient pas du tout d'accord, pour tout te dire. Donc mon père m'a dit clairement, si tu fais ça, voilà, quoi. C'est ton choix, c'est tes finances, tu te débrouilles. Donc j'ai acheté le billet, parce que j'étais un peu têtue, pour partir 3 semaines plus tard, c'est pour te dire. Et entre-temps, j'ai reçu la réponse de San Diego et j'avais été prise. Voilà. Et je me suis dit que c'était un signe de la vie parce que c'était trop tard. J'avais déjà fait le visa pour l'Australie, j'avais déjà acheté mon billet. Donc je suis partie toute seule en Australie, avec pas grand-chose en poche. Et j'ai beaucoup pleuré une fois arrivée là-bas, mais je me suis dit que je lâcherais rien. Et du coup, j'ai passé une année où j'ai testé 1500 métiers. Alors à l'époque, ça me fait bizarre de dire à l'époque, mais à l'époque, c'était pas du tout commun de prendre un Working Holiday Visa, de partir voyager en Australie. Maintenant, je sais que ça se fait beaucoup, mais c'était le tout début de ces visas. Donc, il n'y avait pas forcément beaucoup de Français. Enfin, donc, j'ai fait tout un tas de métiers pour pouvoir vivre là-bas, continuer à voyager. Et j'ai eu les plus belles expériences de ma vie. Je me suis retrouvée à ramasser des perles de culture sur la mer de Timor. J'habitais sur cette mer au milieu des crocodiles d'eau salée. Enfin, c'était improbable, avec des aborigènes. J'étais la seule fille de ce bateau. Enfin, c'était incroyable, la seule étrangère. Enfin, c'était vraiment incroyable. Donc, j'ai vécu une année d'aventure et de mésaventures aussi. Et finalement, j'ai décidé de reprendre mes études, mais là-bas. Donc, je me suis inscrite à l'université là-bas. Et là, mes parents m'ont soutenue à fond. Et donc, j'ai intégré l'université de Perth et j'ai fait toutes mes études, du coup, en Australie.
Et j'avais l'intention de rester y vivre, donc j'ai fait tous les visas possibles et inimaginables, puisque mon visa étudiant, forcément, à la fin des études, il est plus valide. Donc je faisais ma résidence et j'ai perdu ma mamie, qui était une deuxième maman. Et donc je suis rentrée en France et j'ai réalisé que ma famille avait vieilli, que la famille c'est très important pour moi, mais tout le monde ne pouvait pas venir me voir forcément, donc c'était assez compliqué. C'est très cher aussi les billets pour aller là-bas. Donc au final, je suis restée plus longtemps que prévu parce que je savais que si mamie n'était plus là, papy allait se laisser mourir. Désolée, c'est pas très gai. Ça a été le cas et du coup ça a été le déclic. Je me suis dit je vais rentrer à la maison et je vais rester avec mes proches. Et donc voilà, et de là, j'ai trouvé un boulot dans le milieu du surf, dans la communication, puisque en Australie, j'ai fait de la communication. Et je suis restée en France et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé grâce à ce boulot aussi, grâce à ce travail. Et puis, ça s'est arrêté parce que c'est une entreprise qui a eu, des jours heureux, mais qui a aussi, à un moment donné, a eu des jours un peu plus difficiles. Et donc, on me demandait de travailler plus pour gagner moins. Donc, j'ai décidé de m'en aller. Puis, j'ai monté une agence de communication. J'ai fait tout un tas de choses, mais toujours dans ce milieu. Toujours dans la com, dans l'écriture. Je faisais des piges pour des magazines. Enfin, voilà, je suis restée dans ce milieu que j'aimais bien. Et puis, arrive la trentaine, crise existentielle. Voilà, je me suis séparée de mon ex-petite amie, j'ai changé ma voiture, j'ai coupé mes cheveux et j'ai changé de voie professionnelle. Voilà, pour tout te dire. Et de là, je me suis dit que je voulais faire un métier qui avait du sens, parce que j'adorais ce que je faisais, mais je trouvais que ça n'avait pas de sens. Et pas assez créatif, j'avais envie de faire quelque chose de moi-même. Donc la cuisine est arrivée comme une évidence en fait, mais c'est juste que j'ai commencé à beaucoup cuisiner et je communiquais sur Instagram sur cette cuisine sans vraiment avoir envie de me lancer dedans, hein. Et puis à côté de ça, j'ai fait une formation en diététique, donc j'ai fait des stages qui m'ont retourné le cœur pour toujours. Parce que j'ai travaillé dans des cliniques, dans des secteurs très compliqués, avec des gens en dialyse, voilà, qui étaient en fin de vie. Et du coup, je me suis dit, ok, j'adore le fait que ça ait du sens, mais je suis beaucoup trop émotive et beaucoup trop sensible. En fait, j'arrivais pas à décrocher le soir. Je rentrais chez moi et je pleurais. Des fois, je dormais pas de ce que j'avais vu de la journée. Donc, ça m'a permis de me dire, bon, ok, je vais faire quelque chose qui a un peu plus de sens, mais qui touche moins ma sensibilité. Et je suis donc partie en cuisine. J'ai trouvé un boulot à l'eau vive. Et puis ensuite dans un autre restaurant où je travaillais que la journée. Et à côté de ça, j'aimais bien partager ce que je faisais, mes recettes healthy, etc. Et puis, j'avais ramené d'Australie ce concept de la grazing table. Et donc, je me suis mise à créer des plateaux, mais c'était vraiment à titre personnel. C'est quand j'allais chez des amis, au lieu d'amener une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs, j'amenais un plateau. Et un jour, ça a été vu par un magazine, le magazine Elle, qui m'appelle pour me dire on aimerait écrire un article sur vous, ce que vous faites, c'est pas encore connu en France. Donc ils ont écrit un article et à partir de là, l'aventure a commencé. Je m'y attendais pas du tout. 3 semaines, même pas 2 semaines plus tard, après que cet article soit sorti, une wedding planner, Louise, j'oublierai jamais, que c'est grâce à elle en fait que tout a commencé, m'a contactée pour que je fasse mon premier mariage. Donc là, j'ai créé mon entreprise vite et j'ai accepté, un peu folle. et de là, j'ai réalisé ce mariage. Je ne connaissais pas du tout ce milieu. Je n'avais jamais fait tout ça à titre professionnel. Et en fait, j'ai adoré. Et c'est à partir de là que la dinette a commencé.
Ça, c'était au mois d'août en 2019 et j'ai posé ma démission en décembre 2019 parce que j'avais déjà rempli ma saison d'après. C'était incroyable, la vitesse à laquelle ça allait. C'est venu à toi par la force des choses, quoi. Complètement. Pour moi, c'est la belle étoile qui m'a envoyé ça parce que même encore à l'heure d'aujourd'hui, je comprends toujours pas. Et en fait, j'ai posé donc ma démission. Je me suis dit, je vais me lancer là-dedans, je vais tenter et je vais le faire à ma façon. Et puis, je suis partie donc 15 jours au Mexique. Et quand on est revenu, donc coupé du monde total, et quand je suis revenue, en fait, je me suis rendu compte à l'aéroport qu'il y avait beaucoup de gens avec des masques. Et on n'était pas au courant, en fait. On n'était pas au courant qu'il y avait ce Covid, qu'il y avait tout ça. On était vraiment coupé du monde. Et donc, je suis rentrée en France. Et là, j'ai eu mon premier événement annulé. Les restrictions, le confinement. Et voilà. La dinette a commencé sur les chapeaux de roue. Mais ça a été un mal pour un bien parce qu'au final, j'ai pris le temps de faire des jolies cartes, de créer des plateaux au lieu de faire professionnaliser un peu toute l'activité, quoi. Voilà, de faire le site toute seule. Du coup, j'ai pris le temps de faire mon site, de créer des photos chez moi. J'avais le temps avec le confinement, donc et au final, oui, ça a été un mal pour un bien. Honnêtement, le Covid, c'est bizarre de dire ça, mais ça m'a aidé à me lancer. Parce que je pense que sinon, j'ai allé trop en mode je fonce et puis peut-être pas avec les supports nécessaires. Voilà. Et justement, tu disais que ce qui a démarré un peu ton lancement, c'est que le magazine Elle t'avait repéré. Oui. Dans l'article, le magazine décrit tes assiettes comme aussi belles que des tableaux. Ouais, j'en ai pleuré quand j'ai vu cette phrase. Ouais, je m'en souviens encore. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre ou exprimer du coup à travers ces créations ? En fait, c'est drôle que t'aies noté cette phrase. C'est exactement en fait ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que mes tables ressemblent à des... C'est un peu bizarre de dire ça, mais des œuvres artistiques. J'aime bien ce côté éphémère. Elles se ressemblent jamais. Je fais jamais les mêmes plateaux ou les mêmes tables. Je m'adapte au feeling que j'ai eu avec le client. Je leur pose toujours tout un tas de questions dans les conversations pour essayer, entre guillemets, de cerner la personnalité de la mariée, surtout. C'est souvent sur des mariages. Mais pas que. Par exemple, là, en décembre, c'était pas du tout un mariage. C'était une dame qui a invité une vingtaine d'amis. Et j'ai adoré parce que je lui ai demandé de me montrer son intérieur. Elle m'a fait des vidéos. Du coup, j'ai pu m'imprégner de ses goûts. Elle avait des très, très bons goûts au niveau décoration. Et j'ai pu m'imprégner de ça. J'ai compris les coloris qu'elle aimait. Et j'aime bien, en fait, adapter la table que je fais en fonction de la personnalité de la cliente ou du client. Ça, c'est vraiment... c'est comme un tableau éphémère. Et mon plus beau compliment, c'est quand le client a compris que j'avais fait ça, en fait. Et qui me dit, mais c'est génial, c'est exactement ce qu'on aime, c'est exactement notre style. Et là, je me dis, c'est bon, j'ai gagné. Donc, il y a ce côté-là de la dinette où je communique pas assez dessus, c'est que c'est pas que être traiteur. J'aime bien qu'il y ait une espèce d'émotion et de sensibilité dans la table que je crée. Donc, ça fait rire mon conjoint. Il se dit que je suis un peu perchée. Mais c'est peut-être le cas. Je suis peut-être un peu perchée, mais artiste, c'est moi. Voilà. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les grandes étapes de la conception d'un plateau ou d'une table, comme tu le fais, de l'idée un peu initiale à justement la réalisation finale ? Bon, il y a les étapes beaucoup moins glamour, c'est-à-dire aller chez les fournisseurs, etc. Mais après, ce qui est aussi génial, c'est que je m'adapte en fonction des saisons. Donc ça, c'est une partie que j'aime beaucoup. En fait, pour vraiment parler de la première étape, c'est que je m'inspire de plein de choses. Des fois, je ne m'en rends même pas compte, mais maintenant un peu plus parce que voilà, tout est un peu plus carré. Mais je vais m'adapter à des choses que j'ai vues. Mais c'est bête, hein, ça peut être une table que j'ai trouvée magnifique dans un film, ça peut être une musique, ça peut être... voilà. Et c'est vraiment ça la première étape, c'est-à-dire qu'une fois que le contrat, entre guillemets, donc la partie un peu moins glamour, est signé avec la personne,
qui généralement sait le travail que je fais. Quand on vient me voir, elles savent. Les personnes savent exactement ce que je fais. C'est autant aussi du particulier, mariage, moment à fêter entre amis, que du privé aussi, des entreprises? Oui. Les entreprises, c'est un peu moins... je ne sais pas vraiment quel est le mot, c'est un peu moins... Ça dépend de la mission de l'entreprise. Là, par exemple, ce matin, c'était un séminaire de médecins. Ils voulaient des box individuelles, mais façon la dinette. Donc, je savais, par exemple, qu'il ne fallait pas que ça soit trop girly. Comment expliquer ? L'entreprise, je vais m'adapter plus à l'entreprise pour laquelle je travaille, parce que je sais qu'elle ne va peut-être pas avoir le même œil par exemple, qu'une future mariée qui, elle, va être très touchée par le côté fleuri ou le côté coloré. Voilà, je m'adapte vraiment à l'événement. Donc, c'est vrai que quand ce sont les entreprises, ça dépend. Je sais que j'ai beaucoup de marques de prêt-à-porter. Ça va être différent que du séminaire de ce matin, par exemple. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, ouais. Mais donc, je fais les entreprises, mais je vais le faire, entre guillemets, un peu plus... pas sérieusement, mais un peu moins créatif. Voilà, ça va rester la touche de la dinette, mais je vais vraiment m'adapter à l'entreprise. Alors qu'avec un client un peu plus, sur un événement important ou qui va juste... un moment de vie. Voilà, un moment de vie. J'adore ça, un moment de vie. Voilà, là, je vais beaucoup plus me lâcher. Je vais beaucoup plus aller m'inspirer, tu vois, des choses du quotidien. Et c'est ça vraiment la première étape, c'est que je cerne d'abord le client. Si c'est une entreprise, je vais aller sur son site, je vais regarder les coloris du site, je vais regarder ce qu'ils font, etc. Alors que sur un client plus personnel, quoi, sur un mariage, sur un baptême, une communion, je n'ai pas forcément accès à ça, donc ça va être plus le rapport avec la conversation, le feeling, ce que la personne veut bien m'envoyer, comme la dernière là, qui va partager son intérieur, tout le monde ne le fait pas. Donc voilà, ça c'est ma première étape, et ensuite il y a l'étape... forcément, il faut que je fasse ma liste de courses en fonction du nombre de personnes, en fonction des régimes alimentaires, parce que des fois c'est végétarien, des fois c'est vegan. Et tes fournisseurs sont surtout sur la côte basque-hollandaise ? Oui, et l'Andalousie aussi. L'Andalousie, parce que j'y suis très attachée, que mon papa habite là-bas, que j'ai trouvé un fournisseur de fleurs comestibles qui a eu l'énorme gentillesse de me faire visiter sa ferme de fleurs. Où tout est naturel, il n'y a aucune substance chimique, il n'y a rien, vraiment. Il travaille la fraise des bois et il envoie à des chefs du monde entier, ça peut être Tokyo, New York, vraiment il travaille avec des grands cuisiniers du monde. Et donc, pour ne pas utiliser d'insecticides, pour que tout soit naturel, il a travaillé la fleur comestible, parce que les fleurs comestibles, mais il ne savait pas encore à l'époque tout ça, il n'y avait pas encore ce marché vraiment de la fleur comestible, mais c'était les fleurs qui servaient d'insecticides. Et j'adore ça, j'adore l'histoire. Et du coup, il s'est rendu compte que ses chefs commençaient à lui demander ça. Et donc, il a travaillé un peu plus la fleur comestible et il s'est rendu compte qu'il y avait un marché à prendre. Alors, ce n'est pas son marché principal, il est toujours dans la fraise des bois. C'est un produit quand même assez rare, c'est un produit assez raffiné. Donc, il est toujours là-dedans. Mais du coup, il a augmenté sa production de fleurs comestibles qui sert d'insecticide pour les fraises, mais aussi pour fournir certains chefs et maintenant certaines entreprises. Et donc lui, c'est un gros hasard, mais j'avais acheté ces fleurs ici au Pays Basque, en France, et jusqu'à que j'avais fouillé un peu sur Internet et j'ai vu que le siège était en Andalousie, à 40 minutes de chez mon père, donc chose improbable. Et comme je prends tout pour des signes, je l'ai contacté en me disant on verra. Et il a eu la gentillesse de m'ouvrir les portes. Il n'y a personne qui était encore allé visiter parce que ça reste des champs. Et j'y repars au printemps, au mois de mai, où du coup je vais le filmer pour mes petits vlogs. Ouais, parce que j'ai envie de partager ça, parce que même mes petites fleurs, elles sont pas choisies au hasard. Il y a qui aujourd'hui derrière la dinette de mango ? T'es pas toute seule aujourd'hui à développer l'activité ? Si, il y a d'autres personnes qui interviennent, mais si, je suis toute seule. Et après, j'ai Jennifer, j'aime bien dire que c'est mon binôme. C'est-à-dire que Jennifer, c'est la personne qui m'est très complémentaire dans le travail, dans ce travail en tout cas.
Moi, j'ai tendance à me cacher sur les événements, c'est-à-dire j'arrive, je monte ma table, j'ai besoin de silence. J'aime pas forcément quand tout le monde vient de me dire « Ah, c'est joli !» alors que j'ai pas fini de monter ma table. Je sais pas du tout me vendre, je sais pas parler de mon entreprise. Et elle est géniale pour ça. Je suis pas du tout issue du milieu du service, donc je suis même assez maladroite, donc je suis assez gauche dans tout ça. Et elle est issue de ce milieu depuis toujours. Donc vraiment, elle est très complémentaire parce que c'est elle qui va dire mais je vais vous donner une carte de visite et vous savez, on fait ça aussi, on fait ça aussi. Alors que moi, pas du tout. J'emmène même pas mes cartes sur les événements. Alors, elle me fâche souvent à cause de ça. Donc vraiment, sur des gros events, elle m'accompagne et ça, c'est... Pour moi, elle est tombée du ciel. Et puis après, il y a Nicolas qui est mon conjoint, le papa de mon fils, qui lui est beaucoup plus cartésien. Donc lui, il va m'aider sur la partie logistique. Voilà, sur le chargement, parce que mine de rien, c'est des gros chargements quand c'est des gros événements. Donc lui, il va m'aider sur tout ça, sur l'organisation. Il va m'aider à gérer la chaîne du froid. Voilà. Il va m'aider sur les factures, les choses comme ça. Bref, tout ce que j'aime pas, quoi. Il y a aussi ma maman qui m'aide sur les fleurs. Je tiens quand même à dire que c'est très, très familial, la dinette. Et ça, c'est très important. Je communique beaucoup dessus et j'y tiens vraiment. C'est que c'est vraiment une petite entreprise familiale. J'ai un petit garçon qui maintenant a 3 ans, que j'ai emmené sur tous mes événements, que j'ai allaité sur les événements, qui maintenant m'aide à faire les plateaux. C'est drôle, mais il a vraiment un sens où il sait quand je mets les tomates et tout. Il me voit faire ça depuis qu'il est nourrisson de toute façon. Mais il adore ça et généralement, si je suis en cuisine, je vais lui donner un plateau qu'ensuite on va garder pour nous. Mais il va créer, lui, son petit plateau en même temps que moi, je fais les miens à côté. Et ça, c'est... J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de me nourrir de ce côté familial, de ce partage. Voilà. Ça ressemble à quoi une semaine à tes côtés ? Tout va dépendre de la saison, très honnêtement, parce que une semaine à mes côtés au mois de janvier, c'est pas du tout la même chose qu'une semaine à mes côtés au mois d'août. Au mois d'août, je suis... En fait, pendant la grosse saison, la saison printemps, été, début d'automne, c'est là où je travaille le plus. Parce qu'ici, dans la région Pays Basque, Landes, etc., Gironde, c'est là où il y a le plus d'événements. Je ne sais pas si c'est très agréable d'être à mes côtés parce que je suis très stressée. Voilà, c'est-à-dire quand j'ai un événement, je ne dors pas pendant 3 jours avant l'événement. Enfin, ça va faire 5 ans, la dinette, et ça ne change pas. J'ai beau faire un gros travail sur moi-même, ça ne change pas du tout. Donc ça va être beaucoup de mails, beaucoup d'allers-retours chez le fournisseur de fleurs aussi, je me fais des petits mood boards, donc elles sont toutes différentes en fait en fonction de l'événement qui arrive le week-end. C'est principalement le week-end, la semaine elle est complètement différente. Si c'est un petit événement, je vais plus me focus sur la communication, je gère ma com toute seule. Je vais avoir le temps de faire des petites vidéos par exemple comme en ce moment. Par contre si c'est un gros événement, là je vais être très stressée, je vais courir un peu partout et une semaine à mes côtés par contre en hiver c'est beaucoup plus cosy. Je prends le temps justement de m'inspirer de tout, je prends le temps de retrouver mes petites passions, de peindre, d'écrire, de lire, d'écouter de la musique, de pouponner parce qu'il n'est pas encore à l'école. Tout ça, ça m'enrichit beaucoup. Ça t'inspire aussi énormément. Énormément. Ça m'inspire beaucoup, beaucoup. Et après, il y a toujours la partie sur l'ordinateur, quoi. Voilà, ça, c'est tout le temps. Je fais des devis, je communique beaucoup avec mes clients par WhatsApp aussi. Donc, c'est beaucoup de téléphone, d'ordinateur, à côté de toute cette partie plus créative. Il y a aussi ça, quand même. Il y a le renouvellement des cartes. Voilà. Puis, je suis tout le temps en train de faire des modifications sur le site, de faire un petit shooting pour créer des nouveaux visuels. Enfin, voilà, ça va être plus la partie, je prépare la saison. Voilà. Hors saison, je prépare vraiment la saison printemps-été. Et cette année, tu as partagé l'envie de plus dévoiler justement un peu ces coulisses et ta personnalité. Qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui à dévoiler un peu plus de ta personne au sein de la dinette ? Mon entourage. Mon entourage qui me trouve un poil trop discrète, en fait. Et que du coup, il trouve que j'ai des choses à raconter et je ne communique pas forcément dessus. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que sur mes réseaux, c'était maintenant... je montrais mes événements,
même pas tous. Je montrais que ceux quand j'avais le temps, en fait, de les montrer. Je montrais surtout ça, je montrais ma table, mais je communiquais pas sur tout le reste. Et j'ai eu une période l'année dernière, 2024, où j'en ai eu un peu marre des réseaux sociaux et je m'en suis pas mal éloignée. J'ai eu des petits coups durs, c'était tout petits coups durs, mais j'ai eu des photos volées, des gens qui utilisaient, en fait, qui créaient leur entreprise de grazing, de traiteur, et qui utilisaient mes photos, mes visuels, en prétendant que c'était eux qui avaient fait la table et qui proposaient leur service en disant voilà, nous on est capable de faire ça. Ça m'a beaucoup touchée. Comme je suis un petit peu hypersensible, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée en fait. Et j'ai décidé de m'éloigner des réseaux. Le problème, c'est que ça reste ma vitrine principale. Et on m'a connue grâce à ça. Et je me rends compte que c'est une toute petite communauté, mais c'est une communauté quand même fidèle qui me suit et que les clients continuent de me trouver. Le bouche à oreille, où généralement on dit va voir son Instagram plus que mon site. Et donc je me suis dit, c'est pas du tout le bon chemin à prendre. Je prends pas le bon chemin en m'éloignant des réseaux, mais les gens vont finir par m'oublier. La concurrence a énormément grandi aussi. Et donc je me dis que on va finir par m'oublier, je vais me noyer au milieu des nouveaux, entre guillemets. Et donc j'ai décidé de recommencer. Mais comme je te disais, mon entourage trouvait que j'étais un petit peu trop discrète. Voilà, ce que je disais tout à l'heure sur les événements, je me mets pas en avant. C'est-à-dire que moi, je suis tête baissée, je monte ma table et ça va être Jennifer, par exemple, si elle est sur l'événement. C'est pas toujours elle, mais principalement quand même qui va, elle, aller au-devant des clients ou faire le service, etc. Bon, des fois, il n'y a pas de service. Hein. Donc, s'il n'y a pas de service, généralement, je disparais. À la fin de la table, je discute avec juste mes clients principaux et puis je vais m'en aller. Voilà. Et ensuite, je communique beaucoup avec eux sur comment ça se passe. Je suis toujours disponible si à quoi que ce soit j'arrive. Mais quand ils veulent être totalement indépendants, on a tendance à pas beaucoup me voir. Et donc sur les réseaux, c'est pareil. Et je me dis au final, moi, je sais ce que j'ai dans la tête. Je sais comment je m'inspire. Je sais tout ce qui se passe derrière. Mais finalement, c'est que dans ma tête et les gens, ils comprennent pas forcément. Et j'avais envie aussi de montrer, je trouve que tout est trop beau, tout parfait sur les réseaux. Et j'avais envie de montrer, mais je ne suis pas qu'une petite entreprise qui monte des tables. Voilà. Je suis aussi jeune maman et à chaque fois j'en parle parce que pour moi ça compte beaucoup. Et je trouve que d'être entrepreneur, d'être une jeune maman, parce que mine de rien ça chamboule la vie, et puis de quelqu'un de sensible, c'est un peu le mix de tout de tout ça qui fait cette dinette. Donc je me suis dit, je vais tenter de faire des petites vidéos. Donc justement, Jennifer me reprochait qu'on ne me voyait jamais. Et c'est elle qui m'a vraiment poussée à ce que je me montre un peu plus. Donc elle est venue le 28 décembre sur un événement où elle n'a pas travaillé, mais elle m'a juste filmé tout le long de l'événement. Et en fait, la vidéo a bien marché. Et donc suite à ça, je me suis dit, je vais continuer. Je vais faire des vidéos où je montre un peu comment je monte une table, mais je vais aussi en faire, je les appelle moments de vie. Et justement, ces vidéos moments de vie, c'est que je montre... alors, je ne veux pas trop montrer de mon quotidien. Je ne suis pas une influenceuse, je ne veux pas du tout l'être, ce n'est pas mon domaine. Et surtout, vivant heureux, vivant caché. Et ça, j'y crois vraiment. Donc, je n'ai pas forcément envie de montrer ma vie privée, mais juste de montrer ma vie, avant les événements, comment je m'inspire, ce qui me touche, ce qui va me toucher, ce qui va me marquer, ce qui va marquer mon œil et pourquoi du coup la table d'après ressemblera peut-être à ça, pourquoi mes cartes ressemblent à ça. Là en ce moment je travaille les cartes de remerciement, y a une vraie histoire autour de mes cartes de remerciement et en fait je me rends compte que j'ai bien envie aussi de partager le pourquoi du comment. C'est pas juste une carte simple où j'ai pris sur Pinterest une belle image et voilà, c'est pas du tout ça. Surtout que tu disais, entre-temps, il y a beaucoup plus de concurrence, beaucoup plus de personnes qui font aussi, entre guillemets, la même chose. Mais en fait, pour moi, c'est pas la même chose. Parce que justement, le fait de dévoiler ta personnalité, personne d'autre que toi fera des plateaux ou des tables comme tu le fais toi. Enfin, on est tous uniques aussi dans l'œil qu'on va y mettre. C'est aussi un travail artistique. Donc, je pense que pour le coup... tu gagnes beaucoup justement à plus te dévoiler dans ce sens-là parce que
tu n'as pas de clone, quoi. Enfin, je veux dire, c'est unique, toi, la vision que tu mets dans ce travail-là. Ouais, c'est ça pareil, mon entourage me booste beaucoup parce que moi, du coup, j'ai tendance à me dire, bon ben voilà, maintenant, il y a plein de gens qui font la même chose que moi. Euh, et bon, forcément, quand on voit la concurrence, et puis il y en a des fois, c'est plus que de la... Comment dire? C'est plus que de l'inspiration. Moi, je suis flattée quand la dinette inspire. Par contre, j'ai beaucoup plus de mal à digérer quand c'est copié. Je dis jamais rien, mais bon, je veux dire, on voit tout maintenant sur les réseaux. Je suis pas contre la concurrence, au contraire, je trouve que c'est aussi un élément qui vous booste, qui vous donne envie de faire mieux. Je crois que c'est Coco Chanel d'ailleurs qui avait une phrase sur ça, je saurais plus la dire exactement, mais qui voulait dire copiez-moi et je ferai mieux, quoi. C'était un petit peu son idée. T'as été un peu pionnière, en fait, finalement, donc... Ouais, ça me fait bizarre de dire ça, mais en tout cas, oui. En France, en tout cas. Ouais, en France, oui. Mais après, j'ai rien inventé. Moi, tout ça, je l'ai vu en Australie. C'était connu là-bas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait... La première fois, je crois que j'avais vu un plateau de cette façon en Australie, c'était 10 ans avant que je lance ma dinette. Et ça n'existait pas vraiment en Europe, en tout cas en France. Et je trouvais qu'en plus, en France, c'était dommage parce qu'on a quand même quelque chose en plus au niveau culinaire. On a quand même un côté un peu plus raffiné, entre guillemets. Ça fait un peu chauvine de dire ça, mais c'est vrai, on a quelque chose en plus. Et je trouvais que de mélanger les deux, de jouer avec de la belle vaisselle, l'art de la table, on a quand même quelque chose... L'art de vivre à la française, il est hyper fort, donc oui, exactement. Et c'est exactement ça que j'avais envie de mêler, où il y avait ce concept australien, mais j'avais envie d'y mettre cette touche française. Donc oui, moi j'ai besoin de mon petit nid des fois qui me booste pour me dire oui, il y a de la concurrence. Et encore une fois, il y a du travail pour tout le monde, donc c'est pas ça qui me pose problème. Au contraire, moi je suis la première, si par exemple je peux pas être disponible à cet event, je vais proposer quelqu'un d'autre. Mais j'ai eu du mal à me sentir légitime et unique là-dedans. Parce que je me disais, au final, tout le monde sait faire et tout le monde peut le faire. Et je me rends compte qu'on n'a pas tous le même œil et qu'au final, si quelqu'un vient me chercher à moi, c'est parce qu'il aime le style de la dinette, qui n'est pas forcément mieux que le style d'une autre, mais qui est juste différent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Et c'est pour ça qu'il y a ces petites vidéos maintenant. C'est que... Alors, elles me font peur aussi parce que je me dis forcément, elles vont être vues et je sais ce que c'est. Les gens vont peut-être s'inspirer, copier. J'ai l'impression, en fait, d'ouvrir mon journal intime, si tu veux, des fois. Mais c'est pas grave. Je me dis que... Je sais pas. J'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en la vie. De toute façon, tout ça m'est tombé un peu... dessus et je me dis que ça continuera comme ça et puis on verra, Inch'Allah. Et tu disais aussi à travers ces vidéos que tout est toujours très lisse sur les réseaux sociaux, qu'il y a quand même tout cet aspect aussi de mêler plusieurs vies à la fois. Comment toi t'arrives à mêler justement tes différentes vies de femme, de mère et d'entrepreneur? Comment j'y arrive, je sais pas. J'y arrive parce que j'aime ça, en fait, c'est la passion qui fait que j'y arrive. Je sais pas si c'est une qualité, moi je le prends plus pour un défaut chez moi, c'est que si je fais un métier ou quelque chose, une activité sans passion, je me lasse très très vite. Et comme j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon rôle de mère, et que j'aime bien cette casquette d'entrepreneur aussi, et que, mine de rien, j'aime créer à travers la dinette. En fait, c'est vraiment la passion, je crois, qui me tient, qui fait que j'aime mélanger tout ça, que j'aime mélanger toutes ces casquettes. Voilà, alors c'est pas rose tous les jours, hein, on n'est pas dans un milieu de fleurs roses et de poésie tous les jours, hein, évidemment. Il y a des jours plus durs que d'autres, mais pour l'instant, ça me plaît, ouais. Ça me plaît comme ça me plaît. Puis j'aime bien montrer ça aussi à mon enfant, lui montrer que, voilà, maman... Il est déjà en train de faire des plateaux avec toi. Ouais, il plante même les fleurs. J'avais mis une vidéo d'ailleurs un jour sur Instagram. J'avais reçu plein de commentaires suite à ça. Il était beaucoup plus petit, c'était il y a 1 an. Et c'est lui qui plantait les fleurs dans la mousse. C'était pour un mariage. Et j'ai gardé ses compositions sur le mariage. Je les ai mêlées aux miennes. Voilà. En fait, j'aime bien dès qu'il y a une petite histoire
c'est ça en fait. J'aime bien dès qu'il y a une petite histoire, une petite, une petite sensibilité derrière. Eux, ils ont sûrement vu ça comme des fleurs lambda. Moi, je savais que j'avais mon petit garçon qui m'avait aidé. Ma mère, que j'ai maltraitée derrière aussi en coulisses parce que je la faisais speeder. Mais du coup, voilà, on l'a fait tous ensemble et c'était génial, quoi. Et qu'est-ce que ça t'apporte personnellement, tout ça, quand tu regardes en arrière, d'avoir créé ce projet autour de l'art culinaire ? Je sais pas. Je crois que j'ai pas encore assez de recul. J'ai pas encore de recul sur la chose. Il y a aussi le côté négatif que voilà, quand tu es entrepreneur et que tu travailles principalement sur des grosses saisons, je vis à l'année avec ça. Donc il y a aussi ce côté financier, mine de rien, qui est pas toujours facile parce que la dinette, c'est-à-dire que je vais remplir ma saison, mais il y a beaucoup de last minute et c'est ça, entre guillemets, le petit plus au niveau financier qui va faire que toute l'année, je vais pouvoir bien vivre avec ça. Franchement, je sais pas, parce que je suis encore trop dans cet aspect où maintenant j'ai des responsabilités de mère, on a des crédits aussi, on a la vraie vie. Et donc il y a ça aussi qui prend le dessus. Donc il y a le côté tout poétique, tout beau, tout rose des créations, des super contacts avec les clients, mais il y a aussi derrière le stress financier, le stress que ça tienne, le stress que tout a augmenté. Je me déplace des fois, enfin même souvent, sur le bassin d'Arcachon ou à Bordeaux. Mine de rien, l'essence, forcément, ça change sur mes devis. Le prix des matières premières a augmenté, incroyable. Les fleurs coûtent beaucoup plus cher. Donc il y a aussi tout ça qui fait que je suis obligée de m'adapter. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrêtes pas malgré tout ça ? Là, c'est un peu la question, des fois. Surtout en hiver, je me dis, bon allez, stop. Et je vais aller me mettre au chaud dans un travail de salarié. Et au moins, je sais ce que j'aurai tous les mois. Et ça sera plus facile. Mais ça m'angoisse aussi parce que je me dis, quand tu as cette liberté d'entrepreneur, je pense que c'est très compliqué. Et que tu as pris goût, surtout. C'est très compliqué, je pense, de repartir travailler pour quelqu'un. Et forcément, l'aspect créatif, là, il est beaucoup plus minime. Et je me dis que si j'arrête tout, ça sera impossible de faire marche arrière. Une fois que j'ai arrêté, que j'ai fermé la dinette, que j'ai pris un boulot de salarié, si je ne tiens pas plus de 6 mois, ça va être très compliqué de relancer tout ça 6 mois plus tard. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est surtout l'angoisse de perdre quelque chose où j'y ai mis beaucoup de cœur. Parce que, ok, ça m'est tombé dessus, mais après, ça a été un gros investissement. Ça a été des sacrifices aussi. Et j'aurais peur d'avoir des regrets. Donc, pour l'instant, je continue parce que c'est encore fun et plaisant. Et j'ai surtout peur de repartir dans le salariat, de repartir... Je crois que si j'arrête un jour la dinette, ça sera pour me lancer moi, mais dans autre chose. Oui, peut-être un nouveau modèle aussi pour la dinette. Ouais. Il y a peut-être d'autres pistes aussi à explorer. C'est ça. Et bon, je suis vraiment passionnée de décoration. Et je sais, pareil, je reviens toujours à l'entourage, mais parce que c'est vraiment eux qui me boostent. Je pense, sans aucune prétention, que j'ai quelque chose là-dedans, que j'ai une petite plus-value, entre guillemets. Et il ne faut pas que je la laisse passer. Donc du coup, je me forme, là, vu que c'est l'hiver, je me forme à ça aussi en ce moment, en me disant peut-être mêler la dinette à ça. À peut-être travailler un peu plus le côté décoration sur les tables ou sur les événements. Ou, voilà. Pas forcément dans les intérieurs, hein, tu vois. Mais ouais, travailler plus ce côté... oui, ce côté design, ce côté décoratif, travailler, voilà, ou agrandir la dinette dans ce monde-là. Je sais pas encore, c'est encore des questions. De toute façon, je crois que quand on est entrepreneur, on se pose tout le temps 36 questions. En plus, on est une génération un peu touche à tout, donc forcément... Mais j'ai juste pas envie d'avoir des regrets, donc je me dis, je mets plein de cordes à mon arc. Et puis, j'aurais jamais cru créer la dinette, donc je me dis, ça mènera forcément à quelque chose.
Quelles sont les personnes que tu aimerais écouter sur Voix sauvage ? C'est bizarre, mais des personnes qui vivent un peu ce que je vis. C'est-à-dire, j'adore écouter des podcasts, mais j'écoute souvent des gens très différents, en fait, qui ont des vies très différentes. Et ce qui manque, en tout cas ce qui me manque, et je sais pour parler avec beaucoup de prestataires que je ne suis pas la seule dans ce milieu, c'est qu'on n'a pas de collègues, vraiment. Ou si on a des collègues, moi par exemple, j'ai pas forcément les prestataires avec qui je travaille, ils font pas ce que je fais. Donc c'est des gens d'autres milieux. Et c'est vrai que des fois j'aimerais bien écouter des podcasts de femmes, d'autres femmes. J'aime surtout écouter des podcasts féminins. Et d'autres femmes qui vivent la même chose que moi, en fait, pour pouvoir entendre leurs doutes, leurs réussites. Mais voilà, ce côté, justement, je reviens là-dessus encore et encore, mais sur ce côté de jeune maman, comment on mêle voilà, cette vie de maman, de femme, d'artiste, de créatrice, d'entreprise. Voilà, un peu ce genre de petit podcast où des gens qui ont une sensibilité particulière. Je trouve qu'on ne parle pas assez de la sensibilité. La sensibilité, c'est une fragilité, mais je trouve que c'est aussi des fois une force. Moi, ça me rend aussi fragile que forte, et j'aimerais bien écouter d'autres personnes qui ont cette sensibilité-là, qui peuvent être touchées justement par une journée pluvieuse. Moi, je peux être très, très émue juste par un paysage ou par une musique, ou même un champ de fleurs. Il y a des fleurs qui vont me toucher particulièrement, souvent parce qu'il y a cette nostalgie aussi des odeurs qui vont me renvoyer à l'enfance. Moi, dès que ça touche mon enfance, d'ailleurs, j'en parle dans ma dernière vidéo. J'ai retrouvé le papier à lettres de ma grand-mère. J'ai retrouvé son tablier. Du coup, j'ai envie de faire les tenues de cette année de la dinette en fonction de son tablier. Et ouais, plus entendre des gens comme ça, je trouve que maintenant, tout est lisse. On se montre tous très forts. Voilà, la création d'entreprise, c'est génial. Mais non, il y a des hauts, il y a des bas. Et moi, je peux avoir un haut et un bas dans la même semaine. Et voilà. Et donc, ça te rend, je trouve, émotionnellement instable, mais... Émotionnellement humain. Ouais, moi aussi. Peut-être, ouais. Donc, entendre peut-être plus d'humain. Ouais. Moins de gens parfaits. Je vois mes concurrents, enfin, j'aime pas dire ça, c'est mes concurrents, mais c'est des collègues aussi, on fait la même chose. Comme je disais, il y a du boulot pour tout le monde. Et c'est ça aussi d'ailleurs qui a fait que j'avais arrêté un peu les réseaux, c'est que j'avais l'impression que je montrais juste que tout irait bien, que tout était chouette, puisque je montrais à chaque fois un événement que j'avais fait, et c'était un peu, je me disais, mais j'aime pas en fait cette façon de communiquer, c'était un peu, regarde ma table, voilà, samedi tel, j'ai fait une table de 5 mètres, samedi d'après, j'ai fait une table et j'aimais pas cette façon-là, et je trouve que tout le monde fait, enfin, une majeure partie fait ça maintenant. C'est-à-dire montre son travail, c'est très bien, mais c'est chouette aussi de voir les coulisses. Je trouve que ce monde, il se déshumanise. C'est un peu pessimiste de dire ça, mais c'est vrai. Et je trouve que à notre petite échelle, c'est chouette de rendre un peu d'humanité, de sensibilité en disant oui, mais c'est pas toujours facile. Non, c'est pas moi qui vais gérer la logistique parce que clairement, j'ai pas cette capacité. Si c'était pas mon conjoint qui le faisait, je pense que je me ferais aider à ce niveau-là. Ouais, je sais pas. Partager un peu plus un coucher de soleil va me rendre plus sensible. Et là, en ce moment, je suis à fond dans les signes roses. Je sais pas pourquoi. C'est pas du tout ma couleur préférée. Ça fait beaucoup rire mes copines parce que clairement, il y a quelques années, j'aimais pas trop ça. Maintenant, j'aime beaucoup, beaucoup. Ça me touche particulièrement. Je me dis qu'il y a des signes derrière ça, qu'il y a des gens qui connaissent la signification des couleurs, parce que c'est vrai, il y a des significations derrière les couleurs. Quand on met une couleur dans son intérieur, c'est pas pour rien. Ouais, ça influe vachement les émotions. Ouais, ça influe les émotions, ça touche beaucoup de choses, je trouve, chez un humain. Des fois, on s'en rend pas compte du tout. Et là, j'ai eu une journée où j'avais l'impression que je voyais que des choses roses autour de moi. On est parti à Biarritz, le sunset était rose. J'ai emmené mon fils au manège, le ticket de manège était rose. On est allé dans une pâtisserie chez Miremont à Biarritz, tout est rose. Et c'était que ça s'enchaînait. J'ai retrouvé donc ce même jour le papier à lettres de ma grand-mère qui était rose.
en plein dans un moment où je suis en train de travailler avec une amie de la famille sur la peinture des cartes de remerciement qui était un dessin rose. Et en fait, il y a tout ça. Si tu veux, je me dis, mais pourquoi pas ? Peut-être que ça va ennuyer des gens. Il y en a qui vont trouver ça niais. Moi, ça me touche et je sais que ça va influencer sur mes futures tables. Je dis pas qu'elles vont toutes être roses, hein, loin de là. Mais je veux dire, les petits signes, tu vois, les petites couleurs, les petites... Et j'ai envie de... Ouais. Oui, tout ça, ce regard-là, c'est tout ce qui nourrit ton univers artistique aussi. Donc, c'est peut-être plus parler de ça, au-delà du culinaire, en fait. Oui, voilà. Puis j'ai peut-être un peu moins honte, entre guillemets. On a toujours un peu honte de parler de sa sensibilité, de ses émotions, de son hypersensibilité parfois. Ce que je te disais tout à l'heure, ça peut être une force, mais c'est vu, je trouve, malheureusement, comme une faiblesse. Donc, j'avais pas forcément envie de communiquer dessus. Au début, j'étais la dinette, je monte des tables, je fais une entreprise. Après, je me disais, mais non, mais c'est pas moi. Pas du tout, du tout, du tout. Et étant donné que je suis déjà assez discrète avec mes clients, si en plus je communique pas sur ça, je vais me noyer en fait dans un milieu d'entrepreneurs, mais je suis pas que entrepreneur. Et c'est pas toujours facile en plus d'être entrepreneur. Et j'ai pu aussi me lancer là-dedans parce que j'étais pas toute seule et que j'ai un conjoint aussi qui travaille, lui, comme salarié, qui a fait mine de rien, ça aussi c'est important, je trouve, de le dire. C'est pas, on se lance pas du jour au lendemain et on n'arrive pas à en vivre, et encore moins avec un enfant, si simplement. Tu vois, ça se monte pas en 6 mois. C'est parce que j'ai été accompagnée, parce que j'avais des gens qui m'aidaient, parce que j'avais un conjoint qui pouvait assurer aussi à côté, qui me lançait, qui me boostait là-dedans. Voilà, et je sais que s'il y a des bas, on est deux. Et ça compte beaucoup. Et je trouve que c'est des choses dont on ne parle pas. Et c'est dommage, ça mériterait qu'on en parle plus. Alors je me dis, pourquoi pas ? Même s'il y a 4 personnes qui m'écoutent, si ça peut en toucher une, ben pourquoi pas. Et qu'est-ce qui te fait te sentir libre ? Qu'est-ce qui me fait me sentir libre ? D'avoir le choix, justement. Je sais pas si je me sens libre, parce que mine de rien, on fait partie d'un monde où on peut pas être que libre. Il faut aussi... La liberté, elle s'arrête, elle s'arrête, je sais pas. Il y a des frontières, je pense, dans la liberté. Je peux pas dire que je me sente libre. Je suis quelqu'un qui a besoin qui avait en tout cas besoin de beaucoup voyager, de m'inspirer d'autres pays, d'autres gens, etc. Je me sens moins libre maintenant, puisque j'ai une entreprise à faire tourner. Je vais rentrer dans la vie de maman avec un enfant qui va à l'école, donc il va falloir que je respecte, si tu veux, toutes ces choses qui font que j'ai pas la liberté que j'avais à un certain âge de, tiens, comme je te disais tout à l'heure, tiens, j'ai envie d'aller vivre en Australie, je vais y aller. Et tant pis si on me supporte pas là-dedans, je vais le faire et je vais leur montrer que je peux le faire. Et, tu vois, ça c'était une sacrée liberté. Mais c'est aussi la jeunesse et l'insouciance qui fait ça, donc je pense pas être totalement libre, mais ce qui fait que je me sens libre, c'est surtout que je suis pas rattachée à un patron pour le moment, parce que peut-être qu'un jour j'y repartirai. Hein. Ma vie, c'est que des aventures auxquelles on s'attend pas, hein. Donc peut-être qu'un jour j'y repartirai. Et que j'y trouverai une liberté aussi, parce que tu as une liberté financière, une liberté d'esprit, tu as une charge mentale en moins. Donc je trouve que c'est une grosse question, la liberté. C'est un grand mot, la liberté. Et je me sens libre parce que je fais ce que j'aime et ce que je veux, comme je veux. Et ça, c'est génial. Et que justement, je peux mêler cette vie de maman à ce métier. Ma vie de couple, etc. Mon conjoint est en télétravail depuis le Covid. Il a demandé à y rester. Donc, je trouve que d'offrir ça à notre enfant, de pouvoir grandir avec ses parents, c'est de l'or. C'est un diamant pur pour moi. Donc, tout ça fait que ça m'apporte cette liberté aussi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça m'apporte cette liberté de continuer la dinette, d'être maman, d'être... si... C'est pas toujours, c'est pas toujours la liberté totale dans la dinette. Hein. Des fois, j'ai des contraintes aussi à respecter, c'est normal. Mais ouais, comme je te disais, c'est un drôle de mot, la liberté. Je sais pas, je pense... Elle est hyper subjective. Hein. Ouais, je pense que c'est des conversations qui pourraient durer des heures. Et justement, tu vois,
faire un podcast sur qu'est-ce que la liberté pour certaines femmes, tu vois. On a toute une façon différente de voir la liberté. Et moi, pour moi... Mais tu vois, c'est une question que je pose à chaque fin d'épisode. ouais. Et au bout d'un certain nombre d'épisodes, ce serait intéressant de faire tu vois, un peu un pêle-mêle de chaque réponse qui seront très différentes des uns des autres et des unes des autres aussi. Ah oui, ça, j'adorerais. Et puis en plus, je suis sûre que si tu nous posais la même question dans 5 ans ou dans 10 ans, peut-être que la réponse, elle serait différente. C'est sûr. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est peut-être quelque chose, tu vois, à faire où... moi, je sais que j'adore écrire, ça me libère, c'est très libérateur pour moi. Si j'ai une journée un peu moyenne, je vais écrire le soir, j'adore ça. Et je trouve, bon, c'est un peu bizarre, mais je m'écris à moi, des fois, pour me dire, tiens, je vais me relire dans quelques années. Et je sais que je vais voir les choses différemment, tu vois. Et ouais, ça c'est libérateur, justement, pour moi, en tout cas, l'écriture. Et c'est libérateur, là, en 2025. Ouais, très honnêtement, tu me poses une colle sur la liberté. Je me sens libre, c'est clair, mais je me sens libre comme une femme de bientôt 38 ans. Mais pas comme la Maëlys qui avait 22 ans, tu vois. C'est pas la même liberté, c'est pas la même... Et peut-être pas comme la Maëlys de 45 ans. Tu me redemanderas. C'est clair. Où est-ce qu'on peut suivre la dinette de Mango ? Bah, sur Instagram, j'ai envie de dire, principalement. Surtout en 2025, avec les coulisses. Voilà, surtout en 2025 avec les coulisses. J'ai créé une chaîne YouTube l'année dernière. Je vais pas sortir une vidéo par mois, mais j'aime bien ce format-là. Et je me rends compte en tout cas que moi, je regarde de plus en plus de vidéos YouTube. J'aime bien voir les univers un petit peu, mais pour le coup qui sont différents des miens. Donc on peut me retrouver aussi sur YouTube. Je me suis lancée sur TikTok alors que il y a encore un an, je disais moi TikTok, jamais. C'est pour les ados. Bon, pas du tout, ça y est, j'y suis. Donc je pense qu'on peut me retrouver sur tous les réseaux sociaux maintenant, presque, mais surtout sur Instagram. C'est là où je m'éclate entre guillemets le plus, surtout maintenant avec ces petites vidéos où c'est plus facile à monter qu'une vidéo YouTube, c'est dur je trouve. Et puis bon, YouTube, c'est surtout intéressant quand la personne, elle te parle en face cam. J'en suis pas encore à cette étape. À ce qu'on me regarde parler ou qu'on me voit parler, j'ai encore... non, je pense que là, c'est encore une autre étape pour moi à passer. Et sur mon site, mais je me rends compte que les gens vont plus sur les sites. Ou même sur mon site, j'ai un formulaire, si tu veux, qui s'appelle ladinettedemango.com. J'ai un formulaire et des fois on me pose des questions dans le formulaire mais qui sont écrites noir sur blanc dans le site. Donc là je suis en train de retravailler le site pour qu'il y ait écrit moins de choses, qu'il y ait peut-être moins de visuels, mais pour que ça serve aussi entre guillemets de carte de visite. Mais ouais, je dirais Instagram principalement. Si on veut te commander une table, un plateau, je suis un particulier par exemple, je te contacte directement via ton Instagram ou même sur le site. Oui, alors ça pour le coup, je me perds parce que entre les messages des gens qui m'écrivent pour tout, pour rien, ceux qui me posent des questions pour un éventuel projet, ceux qui répondent à mes stories, parce qu'en plus des fois j'aime bien discuter sur les réseaux. Du coup je me perds parce que si on m'envoie une demande sur Instagram, je vais maintenant, là ça fait 6-7 mois, je renvoie automatiquement la personne à m'écrire sur mon adresse mail pour essayer de différencier en fait les deux. Donc j'ai un e-shop, mais j'ai l'impression que les gens ont du mal à adhérer à cet e-shop parce qu'ils se disent oui, ben, si je lui commande à travers l'e-shop, j'aurai forcément ce qu'il y a sur la photo. Alors que comme je disais tout à l'heure, pas du tout, c'est tout le temps différent. Mais c'est histoire d'expliquer que tu peux prendre un plateau pour 6, effectivement. Donc c'était un peu pour me faciliter la tâche d'avoir cet e-shop. Mais ouais, pour me commander quelque chose, le mieux c'est vraiment par mail ou à travers le formulaire du site. Et après pour discuter, échanger sur autre chose, plutôt Instagram. Mais ouais,
pour essayer de différencier un peu les deux. Mais bon, je sais que tout le monde continuera à me demander les commandes sur Instagram. Mais je préfère qu'il y ait un écrit, en fait, parce qu'après, moi, j'ai un suivi avec le client par mail et c'est plus facile pour moi, si l'événement il est 2 mois plus tard, de revenir sur les mails plutôt que de revenir sur les messages privés des réseaux. Voilà. À bon entendeur. À bon entendeur. Merci beaucoup Maëlys. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir choisi en tout cas pour ce podcast. Merci beaucoup d'avoir partagé cet échange inspirant avec nous. Voix sauvage est un podcast fait maison, alors si vous souhaitez soutenir le projet, vous pouvez le rendre encore plus visible en partageant votre avis sur votre plateforme d'écoute actuelle. Et entre 2 épisodes, venez vous inspirer et échanger sur les réseaux sociaux du podcast.